Un concert vaut 1000 conférences. Une image vaut 1000 discours. La culture est le plus puissant des vecteurs d'influence. L'homme n'est pas un pur esprit. Il ne se nourrit pas seulement d'idées, il s'imprègne, il vibre, il ressent. C'est pourquoi les publicitaires l'ont bien compris. Pour convaincre, il faut d'abord émouvoir. À la différence des animaux, l'homme ne mange pas à même le sol. Chaque peuple a développé un art de la table, un art de la danse, un art de l'architecture. La culture, c'est l'humanisation de nos besoins. Derrière chaque œuvre, chaque tradition, se cache une vision du monde, une manière d'être au monde. Le Puy du Fou est un exemple éclatant de cette bataille culturelle. Il raconte la France à travers sa grandeur et sa foi. Et en un spectacle, il ravive la flamme de l'identité, plus sûrement que des heures de discours. Si nous voulons transmettre, si nous voulons reconquérir, alors nous devons incarner une alternative culturelle, catholique et enracinée. Le combat pour le bien commun commence par la culture. C'est en touchant les âmes que nous pourrons rétablir l'ordre du beau, du vrai et du bien. Merci beaucoup. Merci à Victor Robert de m'avoir invité après tant de personnes éminentes et compétentes. Voilà. Vous verrez, ça va être un peu différent du coup. Voilà. Vous m'avez proposé d'intervenir sur la culture peut-elle servir le bien commun, et j'aurais envie de vous répondre que si la gauche s'est à ce point emparée du pouvoir culturel et s'y cramponne, c'est que ça doit servir. La gauche a compris l'importance du combat culturel et s'est acharnée à en maîtriser tous les aspects. Et on va peut-être s'attarder un tout petit peu sur le système actuel et la manière dont la gauche a bâti cette hégémonie. Comment est-ce qu'on peut résumer l'écosystème culturel tel qu'il est aujourd'hui, en tout cas en France? Il y a une constitution d'avant-garde culturelle transdisciplinaire. C'est important. Les artistes traduisent les idéologies progressistes portées par des philosophes et des intellectuels. Ils les traduisent en œuvres d'art nouvelles, littéraires, architecturales, picturales, musicales, etc. Il y a une collaboration volontaire, cultivée et suivie avec les financiers pour nourrir la cohorte des cultureux, avec un marché de l'art d'ailleurs ouvertement spéculatif. Il a mis en place d'un système de production et de distribution de masse, de mise à disposition en fait, avec les maisons d'édition, les libraires, les galeries d'art et les musées. Il y a des relais médiatiques systématiques alliant en permanence les déclarations les plus socialistes avec le capitalisme le plus marchand, qu'il s'agisse de l'oligarchie qui possède les médias, dont on a parlé tout à l'heure, ou des publicités qui y sont passées. Et à cet égard, les différentes déclinaisons éditoriales du journal Le Monde sont absolument emblématiques. Il y a la mainmise, pour ceux qui ne lisent pas M, le magazine du Monde, c'est absolument fabuleux de voir les publicités de Fendi et les bottes en cuir à 3 500 € la paire, voilà, tout en expliquant avec Piketty qu'il faut absolument partager les richesses. Mainmise systématique sur les circuits des financements publics, depuis la direction des grandes institutions jusqu'aux modestes subventions des communes les plus rurales. Et enfin, mainmise tout aussi systématique sur les circuits de reproduction sociale. Universités, écoles d'art, résidences d'artistes, bourses diverses, écoles de journalisme, sans parler de l'immense offre de formation culturelle. Voilà, il y a là 6 points qui sont en fait, à mon sens, la manière dont l'hégémonie s'installe, ou plutôt a été installée, puisque chaque effort et chaque petite victoire a permis de consolider et de développer. On pourrait pousser plus loin l'analyse, mais il y a ici assez pour comprendre que le pouvoir progressiste favorise une culture progressiste, produite par des artistes progressistes, formés et financés par une sphère privée et publique progressiste, promue par des médias progressistes. Bref, c'est progressiste. Et c'est un écosystème fermé, même s'il prolifère dans les marges des propositions culturelles différentes dont vous êtes évidemment les acteurs. Il y a une caste culturelle de gauche qui possède en fait le personnel, les moyens et les relais pour imposer une vision du monde. Ce mot « vision du monde » est important quand on parle du combat culturel. Et est-ce que la culture peut servir le bien commun? On va demander à Patrick Boucheron, d'une manière un peu surprenante, de nous répondre là-dessus. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques est le triomphe de ce modèle hégémonique culturel gauchiste dont j'ai parlé. Et l'État français, Patrick Boucheron, Thomas Joly, les grands bailleurs privés ont donné vraiment la démonstration éclatante de cette volonté de domination culturelle.
Il n'est pas d'ailleurs jusqu'à la défense médiatique et politique immédiate, concertée et unanime des sauts de pu qu'ils ont lancés sur la France qui viennent témoigner de la robustesse de cet écosystème. On va écouter les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre parler de ce qu'ils ont voulu. Patrick Boucheron, dans Le Monde du 17 juillet, nous dit que ce qui a plu quand on lui a demandé de venir s'adjoindre à l'équipe constituée par Thomas Joly, c'était le fait de ne pas seulement représenter ce que fut hier, mais ouvrir à des promesses, produire des imaginaires, notamment sociaux, faire voir ce qui était resté invisible, le contraire d'une histoire virile, héroïsée et providentielle. Et vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il a nommément cité le Puy du Fou. Voilà, Thomas Joly, lui, s'est contenté d'expliquer qu'on pouvait récupérer les financiers, et effectivement, il l'a fait. À ce moment-là, ce qui est amusant, c'est de se souvenir que Alexis Le Gallais a imaginé dans un roman qu'il a publié très récemment que Marcel Duchamp est un héroïque agent secret de la République qui s'est dévoué à répandre le culte du moche, du laid et du bête à cause des effets pernicieux du beau qui encourage à développer ses talents plutôt qu'à se conformer à l'ordre social républicain. Donc voilà, il imagine, c'est tellement moche, il y a forcément un plan secret quelque part, et ce plan secret, c'est de nous arracher à la beauté pour nous jeter dans Aya Nakamura. Donc effectivement, ça a super bien marché, donc on part de loin, il va falloir qu'on y revienne. Voilà. Je vous redirai tout à l'heure le titre exact du roman d'Alexis Le Gallais. L'idée du pouvoir culturel, on l'a vu avec la déclaration de Patrick Boucheron, c'est vraiment de transformer la société en transformant ses imaginaires, ses représentations, ses récits. Hic et nunc, ça veut dire ne pas valoriser le héros, mais la victime. Et ne pas se contenter de ne pas exalter le héros, mais au contraire le déconsidérer. Ne plus valoriser le passé, c'est-à-dire l'héritage et la transmission, mais le futur, c'est-à-dire la table rase et l'utopie. Ne pas se contenter d'oublier le passé, d'ailleurs, mais d'abord le déconsidérer et le délégitimer, et survaloriser tout ce qui peut accélérer sa destruction. Contre la musique classique, Aya Nakamura, célébrée outrageusement comme une grande artiste de la langue française, titre d'ailleurs qu'elle ne réclame même pas elle-même, et une Aya Nakamura flanquée de la garde républicaine, ce qui lui va très bien d'ailleurs, pendant qu'on accuse les orchestres de ne recruter que des blancs et de ne jouer qu'une musique élitiste. Remarquons au passage que, bien évidemment, le goût très normal des gens normaux pour la musique classique pratiquée par André Rieu est un objet de ricanement culturel. Le combat culturel n'exige pas seulement que l'élite consomme un art d'élite, il exige que l'art validé par les élites culturelles, qu'elles les produisent ou repérées, soit imposé à toute la population et que toutes les formes concurrentes de ce vaste marché de l'attention intellectuelle et émotive soient bannies du système de production et de reproduction. Ce que je dis de la musique peut évidemment être appliqué dans tous les domaines culturels, ne plus enseigner ni éditer certains écrivains, y compris Alfred de Vigny, et encore moins donner leur nom à des lycées, faire disparaître de l'espace public les traces de l'histoire de France, monuments et noms de rues, y substituer celles d'un passé plus récent ou même reconstruit, inonder les lieux historiques de l'art le plus contemporain, au sens le plus transgressif, c'est-à-dire le mieux validé par les relais culturels, etc. Alors, ça fait beaucoup de temps passé à parler de la manière dont pense, construit et accomplit la gauche, mais justement, c'est un modèle à suivre. C'est parce que ce système hégémonique est parfaitement réglé et qu'on peut en vérifier en permanence tous les effets qu'il est intéressant de s'y intéresser. Des Français, ces effets, quels sont-ils ? Eh bien, des Français qui ne connaissent plus leur histoire, qui ont même appris à n'en plus connaître que les pans qu'il lui faut détester, des Français qui ne savent rien de la religion qui a construit leur pays, et qui a construit aussi des milliers d'édifices dans ce pays qui ne savent plus lire, qui ne savent plus décrypter, qui a une religion qui a produit des œuvres qui remplissent les musées qu'ils sont incapables désormais de comprendre, et auquel Français, on apprend au contraire qu'il ne faut rien comprendre, mais juste ressentir, qu'il ne faut jamais juger et apprécier, mais toujours applaudir ou rejeter sans examen. Le danger de la culture, c'est la manière dont la culture aujourd'hui veut s'affranchir absolument de tout système esthétique et critique pour ne plus valoriser que l'émotion. Voilà, j'aime pas. Qu'est-ce que tu aimes ? On vous cite 10 musiques, et si vous avez les mêmes musiques, vous êtes d'accord. Vous ne critiquez pas un système esthétique, vous n'êtes pas en train de peser Aya Nakamura par rapport à Jean-Philippe Rameau, par exemple, vous êtes juste en train de dire j'aime pas. Et donc on joue sur l'émotion et on enlève en fait la capacité à juger. C'est cette capacité à juger qui est le premier étage en fait du combat culturel. Bref, si la gauche a mené ce combat culturel, c'est qu'en effet la culture a affaire au bien commun. La culture, forme aimable et visible de la civilisation, est une interface d'appropriation du commun. Je le redis parce que j'étais vachement fier de la formule quand je l'ai écrite. La culture est une interface d'appropriation du commun qui suppose à la fois la transmission naturelle dans les lieux de socialisation quotidiens, la famille, la rue, l'école, les commerces,
l'apprentissage organisé dans des lieux d'éducation, et nous y reviendrons, et enfin la perpétuation spectaculaire. Reprenons ces 3 points en commençant par le dernier. La perpétuation spectaculaire, c'est une manifestation culturelle dont le but est d'exemplifier publiquement, bruyamment, joyeusement ou non, la civilisation. Chez les gauchistes, c'est la manifestation de la journée de la femme le 8 mars avec Manon Aubry, costumée en Rosie la rifteuse, à la Norman Rockwell, soudeuse que d'ailleurs Norman Rockwell avait empruntée à Michel-Ange, et donc qui est assez ironiquement devenue une figure du féminisme, parce que le féminisme gauchiste ne sait même plus à quelle horrible tradition il emprunte ses codes visuels. Chez les autres, cette perpétuation spectaculaire, ça peut être une procession du Saint-Sacrement, les défilés de pénitents en Espagne, la course de satin en Pays d'Arles, le pèlerinage des Saintes Maries de la Mer, un comice agricole, une foire, des festivals, la fête du village, la réception de l'anneau de Jeanne d'Arc au Puy du Fou en 2016. Sur fond de musique épique, des soldats à cheval s'élancent au milieu des jeunes puits-follets portant des bannières. 100 élèves officiers de l'école de Saint-Cyr, venus volontairement, font une haie d'honneur sabre au clair. Des poilus de 14-18 ouvrent la marche, arrive alors l'anneau porté dans un palanquin soutenu par des chevaliers. Bon, ça a une autre gueule que Thomas Joly et la scène sur la scène. Et l'intérêt de cette fête, en fait, c'est évidemment son syncrétisme historique, qui manifeste une tradition et même mieux une lignée. Et à côté de ce syncrétisme, il a sa contemporanéité. La perpétuation spectaculaire n'a en fait pas besoin d'être antique, elle peut même être forgée de toutes pièces, sans intention de tromper. Et elle peut conquérir rapidement sa légitimité parce qu'elle remplit parfaitement sa fonction. C'est en 1924 que Hermann Pohl a créé la Croix de Camargue, réunissant une croix, la foi, un cœur, la charité et une ancre, l'espérance. Tous ceux qui sont passés dans le sud-est connaissent cette croix. En fait, elle a à peine 100 ans, elle a tout juste 100 ans. Et la croix est terminée par un trident qui en fait reprend le trident du Guardian. Voilà. C'est en 1924 qu'on a forgé quelque chose qui passe pour être multiséculaire et quasiment médiéval. Et en fait, c'est Mistral qui a lancé le mouvement Félibrige et c'est Folco de Baroncelli qui a commandé cette croix. Folco de Baroncelli qui a commencé à s'occuper du mouvement Félibrige à la fin du XIXe siècle et donc qui a recréé, en partie d'ailleurs sous l'influence de Buffalo Bill, un imaginaire camarguais qui emprunte aux traditions locales, ensemencé par le grand Wild West Show de Buffalo Bill et aussi, traversé par cette volonté de ressusciter la langue provençale, et évidemment tout ça étant vaguement influencé aussi par Charles Maurras. On est loin d'une tradition absolument multiséculaire et ancrée. On est dans une ingénierie culturelle qui a parfaitement marché et qui a totalement prise parce qu'elle était vraiment ancrée sur ce que la région proposait et on lui a insufflé un autre souffle, une autre dimension en allant piocher ailleurs des exemples de manifestations spectaculaires qui permettent de nourrir les imaginaires et de créer un nouvel imaginaire. Donc cette Camargue éternelle dont on nous parle aujourd'hui, elle date du 19e. Mais elle existe et elle est légitime. À ce compte, le pèlerinage de chrétienté et ses déclinaisons régionales, en quelque sorte, Nostofé et Fès-et-Brèze, sont eux aussi des entreprises culturelles de perpétuation spectaculaire, tout à fait efficaces dans la manière d'agréger régionalisme et traditionnalisme au sens de valorisation des modes de vie traditionnels. Revitaliser les traditions, ressusciter ou établir des dates emblématiques, agréger l'âme des petites patries autour de lieux favorables, telle ou telle propriété, cherchant à rentabiliser le domaine, voilà l'ingénierie culturelle possible. Il ne manque à la chose, bien sûr, que le soutien des puissances publiques et l'adhésion populaire. Rien n'est jamais acquis et le militant doit se dire que pour une initiative qui perdure, des dizaines meurent brusquement ou à petit feu. L'avantage du régionalisme, c'est la facile duplication des initiatives. On va revenir sur deux d'entre elles que je trouve absolument exemplaires. À Villefranche-du-Queyran, dans le Lot-et-Garonne, en 1999, Jean-Marie Balou, instituteur de l'Amicale laïque du Queyran, je cherchais mes exemples un peu n'importe où, fut à l'origine du renouveau d'un vieux rituel local, la configuration du renard, alternatif à la fête d'Halloween. C'était une tradition tombée en désuétude, une cérémonie durant laquelle les villageois entonnent des incantations pour éloigner les renards du village et les gamins sont déguisés en renardeaux et ils se baladent dans le village avec des petites lanternes. Que nous dit Jean-Marie Balou? Nous refusons de fêter Halloween parce que cette fête ne trouve aucun écho ni dans notre culture, ni dans notre histoire, ni dans notre vécu.
Nous voulons, dans le même temps, exprimer notre ras-le-bol de la colonisation culturelle des États-Unis, de Coca-Cola à Alerta Malibu, on était en 1999, de McDo à Microsoft. Pourquoi faudrait-il aller chercher des traditions outre-Atlantique alors que notre patrimoine regorge de belles et authentiques coutumes, au moins aussi riches de sens et qui plus est en prise directe avec notre culture? Donc dès la tombée de la nuit, tous les habitants de Villefranche-du-Queyran se baladent dans les rues. On a demandé aux enfants qu'est-ce qu'ils pensent d'Halloween. Ils ont trouvé ça nul. C'est pas compliqué. Vous n'avez pas forcément la configuration du renard dans tous les pays où vous habitez, mais c'est pas grave. Vous n'avez qu'à piquer celle de Villefranche-du-Queyran en expliquant que c'est beaucoup plus amusant. Il y a forcément quelques renards chez vous. Il y en a de plus en plus. Il y en a trop. Tous les chasseurs me le disent. Voilà. Imitez l'amicale laïque du Queyran et l'association des parents d'élèves locaux. Ils ont organisé la chose et d'ailleurs ils organisent aussi la tuaille du cochon. Bienvenue sur la chaîne d'Academia Christiana. Vous êtes aujourd'hui plus de 15 000 abonnés sur YouTube, des milliers à écouter nos podcasts et à suivre nos contenus chaque semaine. Grâce à vous, nous faisons bouger les lignes, nous offrons une réflexion alternative et nous donnons la parole à des témoins d'exception. Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages de soutien et je tiens à vous remercier du fond du cœur. Mais aujourd'hui, j'ai un message important à vous adresser. Nous avons besoin de vous. Nos contenus, nos formations, nos événements, tout cela n'existe que grâce à votre soutien. Et chers amis, nous sommes à un tournant. Les conversions explosent, la jeunesse se réveille, la quête de sens et d'enracinement n'a jamais été aussi forte. Mais face à cela, nos adversaires ne restent pas inactifs. Ils investissent des moyens colossaux pour imposer leur vision du monde. Alors nous devons répondre présent. Notre mission ? Faire rayonner l'évangile et la culture chrétienne. Former des hommes et des femmes de conviction capables de s'engager. Développer des communautés locales pour structurer la résistance et la reconstruction. Acheter et rénover un lieu qui sera une véritable ruche du bien commun, un carrefour d'enracinement où nous pourrons bâtir, transmettre et former ensemble. Mais pour cela, nous avons besoin de vous. Comment nous aider concrètement ? Likez cette vidéo, abonnez-vous et partagez-la. Plus nous serons visibles et plus notre message portera loin. Et aussi inscrivez-vous à nos événements, le Congrès du bien commun, les universités d'été, les Feux de la Saint-Jean, les férias, les sessions de formation. Tout est sur notre site internet academiachristiana.org. Mais enfin, et le plus important, faites un don. Votre soutien financier est essentiel. Si vous adhérez à notre association, l'association culturelle d'éducation intégrale, vous allez rejoindre un réseau d'entraide. Vous aurez un espace membre exclusif et vous pourrez contribuer directement à nos projets. En faisant un don, vous nous donnez les moyens d'agir, d'organiser encore plus d'événements, de renforcer notre présence, de bâtir des lieux concrets pour former et transmettre. Alors ne restez pas des spectateurs, c'est ensemble avec vous que nous allons pouvoir bâtir une renaissance catholique et enracinée. Nous sommes l'espoir d'un réveil, nous sommes le ferment d'une civilisation qui refuse de disparaître. Il compte sur vous, je compte sur vous. Faites un don dès maintenant, tout devient possible avec vous. Vous pouvez nous soutenir sur academiachristiana.org. Autre exemple, à Toulon, à la Toussaint, je cite le bulletin paroissial, le vendredi 1er novembre, fête de la Toussaint, les enfants sont invités à venir déguisés en saints de leur choix ou en anges, voilà, on est très large d'esprit, à la messe du 1er novembre à 11h. Puis nous irons ensemble dans le parc du château de Solier-Pont pour pique-niquer, faire des olympiades sur le thème des saints et partager un bon goûter. Voilà. C'est pas compliqué de lutter contre Halloween. Voilà quelque chose de transgressif par rapport à l'ordre marchand, de subversif par rapport à la domination halloweenesque, qui ne nécessite pas un investissement démesuré, qui reste à l'échelle locale, qui peut être dupliqué et n'a pas forcément de résonance médiatique. Mais avons-nous systématiquement besoin d'une résonance médiatique ? Non. On peut rester sur le Puy du Fou pour la deuxième composante du partage du commun, ce que j'ai appelé l'apprentissage organisé. Le parc, son parcours, son spectacle, ses villages, ses académies ne sont, selon les propos des gauchistes Patrick Boucheron, qu'un contre-feu à l'exaltation multiculturaliste du défilé de Jean-Paul Goude en 1989, qu'il a fortement inspiré lui-même pour les Jeux Olympiques de l'année dernière, ou pour Guillaume Mazot, une machine de guerre qui nourrit tout l'imaginaire historique du nationalisme européen. C'est l'exemple chimiquement pur pour la gauche d'une contre-offensive culturelle réussie, puisqu'effectivement, toute la machine de Puy du Fou est clairement organisée pour apprendre aux visiteurs une autre histoire de France, pour lui transmettre une autre vision. Mais on pourrait aussi citer les Bernardins, le collège des Bernardins, depuis son récent tournant catholique, si j'ose dire, voire considérer que n'importe quel son et lumière, comme on disait quand j'étais petit, participe de cet apprentissage culturel réorienté, pourvu qu'il s'agisse de révéler la profondeur historique des lieux et non pas d'en déconstruire l'histoire en plaquant des grilles contemporaines sur des réalités anciennes, ou de faire valoir la vivacité d'une tradition intellectuelle ou spirituelle au lieu d'affirmer qu'elle s'est tarie.
Tous les circuits découverts sont des champs ouverts à la réappropriation culturelle des espaces et donc des esprits. On peut imaginer un circuit du Paris royal, on peut imaginer un circuit de la Bourgogne royale, on peut imaginer un circuit de l'Ouest royal ou même de l'Ouest marial. Vous me pardonnerez d'insister un peu lourdement sur le caractère royal de la chose, mais généralement, ça ancre bien du côté de la chrétienté. Je mets volontairement de côté les lieux d'éducation collective totalement évidents pour cet apprentissage organisé, les paroisses, les écoles et les universités comme l'ICES ou l'IPC, les cercles d'études, même les vôtres, qui sont remarquables, car il y a bien une transmission culturelle, mais ce n'est pas la culture en tant que moyen principal qui est mobilisé. Ce qui est intéressant, c'est de regarder comment est-ce qu'on peut piquer les trucs des autres. Guédelon, par exemple, est riche d'enseignements. Vous voyez Guédelon, ce château fort qui, depuis un quart de siècle, se construit selon les méthodes médiévales. Voilà. Ils ont fait exprès d'être axiologiquement neutres. Voilà. Mais ce n'est pas grave. On peut très bien, nous, aller visiter Guédelon et même inscrire Guédelon sur notre itinéraire de la France médiévale. On peut s'accaparer Guédelon et proposer ainsi nos propres relectures conservatrices, traditionnalistes et réactionnaires. À quand une visite du Louvre avec son livret Récit national édité par Academia Christiana? Voilà. Venons-en à la troisième composante du partage du commun, la transmission naturelle dans les lieux de socialisation quotidien. Morgan Trintignant a magnifiquement parlé des commerces, donc je vais surtout vous parler de la rue. Un récent exemple emblématique est l'érection d'une statue de Jeanne d'Arc à Nice par Christian Estrosi. Là aussi, c'est étonnant. Statue qu'un zélé prophète veut démonter. Quand la France, nous dit Christian Estrosi, qui n'a pas toujours parlé comme ça, quand la France peine à trouver son cap dans une période d'instabilité inédite, voilà que son représentant s'en prend à la figure de Jeanne d'Arc que nous avons souhaité incarner par l'installation d'une statue de bronze face à l'église dédiée à l'héroïne. Les déboulonneurs de notre grand destin national peuvent passer leur chemin. Et d'ailleurs, il a très récemment fait bétonner le socle, donc ce qui fait qu'on sent que la municipalité est un peu rentrée en rébellion contre l'ordre préfectoral. Le point important surtout, c'est la saturation des espaces publics, la saturation culturelle. Respect du style régional, respect des matériaux régionaux, beauté des équipements publics, nom de rue adapté, voilà effectivement des moyens de réinvestir un espace et de faire en sorte que le combat culturel existe. A contrario, on va rappeler que Bayrou a intelligemment nommé une allée Abdelkader à Pau et que Azouz Begag, ancien ministre délégué à l'égalité des chances dans le gouvernement Villepin, dont on veut nous expliquer aujourd'hui que le type était patent, vice-président de l'Institut Abdelkader, a demandé aux Palois qui était cet Algérien détenu en Béarn en 1848. Et que nous dit Azouz Begag eh bien, à 5 ou 6 personnes, nous demandâmes s'ils avaient entendu parler de cet émir Abdelkader, a-t-il expliqué aux enfants de l'école Henri IV. Eh bien, personne n'en avait entendu parler, c'est un scandale. C'est anormal, poursuit Azouz Begag. La mémoire d'Abdelkader est une mémoire algérienne, certes, mais c'est aussi une mémoire française, c'est un pont entre les cultures. Bon, quand on en est arrivé là, on a le droit, du coup, de proposer autre chose. Bien, à défaut de renommer la place Louis XV, place de la Concorde, la place Louis XV, à défaut de faire en sorte que le boulevard Raspail devienne le boulevard Jean Raspail, comme ça a été brièvement fait à un moment donné par des gens qui ont stické l'intégralité des plaques juste au lendemain ou au surlendemain de la mort de Jean Raspail. À défaut d'exalter Honoré d'Estienne-d'Orve sur toutes les places et Jacques Perret dans tous les lycées, on peut tenter de lutter contre la saturation progressiste. En 2014, en octobre 2014, on a dégonflé l'arbre de Paul McCarthy, place Vendôme. Je ne sais pas si certains de ceux qui sont ici y étaient, ou, comme les natifs viennent de faire, on peut voiler les photographies de femmes voilées installées dans la basilique Saint-Denis, substituant Jeanne d'Arc, Sainte-Geneviève et Geneviève de Galard aux nouvelles reines proclamées. Mais on peut aussi intervenir dans la rue de manière plus facile. Affiches, fresques, graffitis, les moyens de l'art de rue ne sont pas réservés à la gauche. À l'époque de la Manif pour tous, on avait vu fleurir des citations très inspirées sur les murs, en immenses affiches typographiques très jolies, couleur flashy, et les affiches qui étaient aussi déclinées en autocollants, mais pourquoi pas d'immenses crucifix placardés pendant la Semaine Sainte. Voilà. Vous pouvez produire ces affiches facilement, vous pouvez investir les rues de votre ville facilement. Rêvons donc d'immenses crucifix placardés pendant la Semaine Sainte, et même de toute cette imagerie religieuse sud-américaine reprise par tous les marchands de frusques, eh bien, fécond d'ambiguïté, détournons-la à notre profit, et faisons en sorte que toutes ces vierges sud-américaines, elles aussi, décorent les murs, même petitement, même éphémèrement. Il y a une tradition affichiste à réaffirmer, d'autant plus qu'intervenir dans l'espace social physique permet une exploitation immédiate dans les espaces sociaux virtuels. Notre famille d'idées ne délaisse pas ces espaces sociaux virtuels, même elle les a beaucoup investis, mais le référent réel, la marque visible apposée dans des lieux où la France a été effacée, est irremplaçable, si éphémère que soit la durée de vie de l'affiche. Et là, je m'en voudrais de ne pas vous lire un extrait admirable de Walafrid Strabon,
qui écrivait au IXe siècle. Nous voyons des simples et des idiots qu'on a de la peine à mener par les mots, à croire les faits, être à ce point touchés par la peinture de la Passion du Seigneur ou d'autres choses admirables que, comme l'attestent leurs larmes, les images extérieures s'impriment comme des lettres dans leur cœur. Voilà. Je ne crois pas que nous soyons totalement dépourvus de simples et d'idiots au XXIe siècle par rapport au IXe, et les leçons de Walafrid Strabon me paraissent tout à fait d'actualité. Je parlais au début des demeures familiales comme lieu de transmission naturelle. Alors, vous avez le droit de saturer la rue avec les crucifix et les vierges, mais alors, évitez de saturer votre propre espace avec des images pieuses, des statuettes de Chouan et le moulage du buste de Louis XIV par Girardon, 390 € à la boutique du Louvre. Mais n'hésitez évidemment pas à multiplier les objets de conversation, c'est-à-dire à avoir effectivement la même chose que dans les bars de Morgan de Trintignant, mais sur vos murs, peut-être en un peu moins grande quantité. J'ai l'impression que tu as saturé les murs de tes bars. Voilà. Repartons de l'écosystème progressiste que je décrivais brièvement au départ de mon exposé. Constitution d'avant-garde culturelle transdisciplinaire. Il y a une floraison d'artistes et de penseurs, parfois méconnus. Est-ce qu'ils sont vraiment constitués en avant-garde, organisés? Et même, peut-on en fait imaginer qu'il y ait une version de droite de cette manière si gauchiste d'enrégimenté? Je ne crois pas. Donc, il y a une avant-garde culturelle réactionnaire, traditionnaliste, qui a envie d'être en réaction par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Je ne crois pas que la droite ait vocation à agréger tout dans un grand projet culturel hégémonique. Mise en place d'un système de production et de distribution de masse. Il y a des éditeurs qui se créent, la 11e heure, les éditions Carmin, l'Artilleur, la Mouette de Minerve, ou qui se maintiennent, comme la Nouvelle Librairie et Via Romana, qui se maintiennent en permanence, et il y a une création en permanence de nouvelles maisons d'édition. On ne les connaît pas tous, et on n'en a pas forcément une vision d'ensemble qui pourrait amener à devenir une force commerciale ou à faciliter l'accès à la publication et à la diffusion. Là, il y a un véritable chantier à entreprendre. Collaboration volontaire, cultivée et suivie avec les financiers. Bon, il y a un nom qui est dans tous les esprits et qui a été cité, mais il est certain que l'argent de droite, dans son ensemble, est moins militant que l'argent de gauche, sans doute parce que les retours sur investissement sont moins trébuchants ou moins flatteurs. Voilà. Il y a peu de chances, si vous sponsorisez Academia Christiana, que vous soyez invité au dîner du siècle. Relais médiatique systématique. Voilà. Radio Courtoisie, L'Incorrect, Mondévie, Politique Magazine. Voilà, j'ai cité tous les trucs auxquels je participe. Alors, je sais qu'il y en a d'autres, mais ils ne m'ont pas encore invité. Dans un an, si vous m'avez fait travailler, existe à côté de CNews et du JDD, et la richesse d'un écosystème tient à la multiplicité des canaux disponibles. C'est la grande idée de Jean-Yves Le Gallou. En fait, il faut que la réinformation sphère s'élargissent sans cesse. Et bien sûr, on a tendance à se prendre les audiences les uns des autres. Et je sais que quand je commence ma matinale à 7h, eh bien à 7h30, il y a Toxin qui commence la sienne. Et je vois la courbe des audiences qui dégringole et ça me fait mal. Mais c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui écoutent Radio Courtoisie et, sur Internet, puisque nous aussi on a les ondes hertziennes. Et il y a des gens qui écoutent Toxin, il y a des gens qui écoutent Frontières. Et au bout du compte, le fait qu'il y ait cette offre de plus en plus riche profite à l'ensemble de nos idées. Mainmise systématique sur les circuits de financement public. Là, on n'y est pas du tout, mais on peut décider de se faire subventionner et on peut y arriver, ça existe. Mainmise tout aussi systématique sur les circuits de reproduction sociale. Eh bien, Academia Christiana est un bon exemple en la matière, après l'IPC, l'ICEP, etc. En fait, il ne s'agit pas de mettre la main sur les circuits de reproduction sociale, il s'agit de créer les nôtres juste à côté, de faire un pas de côté en ne privilégiant pas systématiquement l'entrisme. Et je crois que là, c'est quelque chose d'extrêmement fécond qui est en train d'être créé avec ceux qui ont tenté l'aventure comme l'ICEP, l'IPC, Academia Christiana, le fait de montrer qu'on peut avoir une proposition en parallèle qui finira, elle aussi, par créer son écosystème. C'est un écosystème fragile puisque la droite a déserté, enfin la droite de gouvernement, la droite républicaine, la droite responsable, la droite du cercle de raison, avait déserté le champ culturel. Mais il n'y a pas de raison que nous n'arrivions pas à le renforcer, cet écosystème, pourvu que l'ensemble des acteurs acceptent de jouer la connivence et ne se dépêchent pas, une fois acquise la renommée et la respectabilité, de tourner le dos aux gens moins favorisés. Ce n'est pas pour autant qu'il faut culturellement considérer que toutes les résistances et toutes les dissidences sortent du même tonneau et forment d'heureux mélanges. Mais ça nous entraînerait un peu loin. Je terminerai sur une citation d'Andrei Tarkovsky qui contredit moins mon intervention qu'elle ne la complète. La fonction de l'art n'est pas, comme on le pense souvent, de faire passer des idées, de diffuser une pensée, de servir d'exemple. Le but de l'art est de préparer l'homme à la mort, de labourer et de retourner son âme pour la rendre capable de se tourner vers le bien.